Voilà, nous allons donc reprendre notre cours. On va vérifier d'abord si on enregistre bien. Maintenant, nous allons recourir à quelques diapos. On va partager les diapos. Comme ça, vous avez un peu quelques images, hein. C'est toujours mieux pour reposer l'attention. L'attention, lorsqu'on partage les images, c'est beaucoup plus agréable. Vous me confirmez si vous voyez bien mon écran? Il me semble que oui. Vous voyez bien l'écran partagé. Alors, on va mettre un diaporama. Désolé, je ne parviens pas à la mettre en diaporama dans cette version. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Alors, nous allons reprendre ce que nous avons vu en guise d'introduction. Maintenant, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Vous vous rappelez, vous avez vu là, on a commencé par parler de la cellule. Alors maintenant, vous allez suivre directement sur vos écrans. J'imagine que c'est visible puisque je partage l'écran. Vous allez voir que les prokaryotes, la différence que nous avons entre le monde des prokaryotes et le monde des eucaryotes, c'est que chez les prokaryotes, par exemple chez les bactéries, nous n'avons pas de véritable noyau. La cellule qui est là, qui contient un cerveau avec un contenu à l'intérieur qui s'appelle ADN, mais ce contenu est bien délimité par une membrane qu'on appelle membrane nucléaire. Chez les prokaryotes, apparemment, ça n'existe pas. Parce que l'ADN chez les prokaryotes, en général, c'est un ADN circulaire. Ils ont un ADN comme ça, circulaire. Et à l'intérieur de leur cytoplasme, hein, les prokaryotes, ils ont des particules, des organites qu'on appelle des plasmides. Je ne sais pas si vous avez vu en biologie, je pense dans le cours de biologie, mais surtout dans le cours de bactériologie, vous avez appris qu'il y a de ces bactéries qui contiennent des plasmides, et ce sont ces plasmides, ces substances qui confèrent à la bactérie une certaine résistance contre les antibiotiques. Ça, c'est juste des choses que vous avez probablement déjà vues en pharmacologie ou en biologie générale. Par contre, nous, les eucaryotes, nous avons dans notre cellule ce que nous avons vu. Maintenant, on est dans la partie génétique. On va parler surtout donc du cerveau de la cellule. Donc, et dans la cellule, nous avons une membrane nucléaire qui délimite l'ADN. L'ADN. Et en général, cet ADN dans le noyau, elle va être accompagnée par des protéines. Et c'est pour cela que la forme générale de cet ADN, ça apparaît comme un long filament qui est replié sur lui-même de plusieurs façons et qui constitue ce qu'on appelle la chromatine. Bon, en génétique comme en médecine, il y a des termes qu'il faut connaître. La chromatine, donc c'est pratiquement l'ADN dans sa phase, on dirait soluble, on dirait des filaments qui nagent dans le noyau, c'est la chromatine. En fait, lorsqu'on voit la cellule au stade d'interphase, quand elle n'a pas encore commencé à vouloir diviser la cellule pour produire des chromosomes qui vont se séparer, c'est de la chromatine. En général, quand on fait l'étude, on va prendre le frotteur. Quand on fait, par exemple, le pathologiste ou l'hématologue qui veut regarder, identifier la cellule,
on voit la cellule dans son stade, on va dire, ça c'est le lymphocyte, à l'intérieur de lymphocyte, c'est le cytoplasme, et c'est le noyau. Et le noyau du lymphocyte, lorsqu'on fait la coloration May, Broward, Jameson, il apparaît, on ne voit pas des chromosomes dedans. On voit tout simplement une substance qui est colorée en bleu foncé, etc. Et c'est celle-là qu'on appelle chromatine. Chromatine. Cette chromatine, lorsqu'elle devient plus compacte, elle se compactise et puis elle se fragmente. Cette chromatine, elle est unique, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'il y a une chromatine qui est lâche, une chromatine qui est dense. Par exemple, dans le lymphocyte, si cette chromatine est compactée, elle devient très dense. Bon, vos marqueurs ne montrent pas bien, mais enfin, ce que je veux dire, elle devient très dense dans certaines parties. Alors, on dit qu'il y a une chromatine dense et une chromatine lâche. Lâche, ça signifie qu'elle est moins condensée, etc. Les caractéristiques du noyau, selon l'aspect de la chromatine, permettent d'identifier le type de cellule que l'on peut avoir. Donc, la chromatine, c'est toujours l'ADN, mais qui est dans sa forme lâche. Après, cet ADN va se compacter, elle va se fragmenter dans des petits morceaux qu'on appelle chromosomes. Alors, si on dit que l'ADN, c'est la substance essentielle qui dicte les caractères d'une cellule, c'est la substance essentielle qui transmet les caractères d'une génération à l'autre, c'est la substance essentielle qui permet à la cellule de se reproduire. J'ai un globule rouge qui va se reproduire et on aura des millions de globules rouges qui vont circuler dans le sang. Ce qui permet tout cela, la reproduction, la viabilité, la transmission des caractères et tout, c'est l'ADN. Et cet ADN dans sa forme lâche, dans sa forme contenue dans le noyau, s'appelle chromatine. Et lorsqu'elle se fragmente, elle devient chromosome. L'ADN est essentiellement situé, localisé dans le noyau. Mais nous avons vu dans la cellule des eucaryotes, vous vous rappelez, on avait dit que dans l'océan qu'on appelle cytoplasme, nous avons aussi des organes, des organites qu'on appelle les mitochondries. En général, on les représente comme ceci. Les mitochondries sont des centrales électriques. On a aussi de l'ADN dans les mitochondries. Alors, question d'examen. Où trouve-t-on l'ADN? Un étudiant qui a suivi le cours, qui est intelligent, et dit, professeur, on trouve l'ADN dans la cellule dans deux endroits différents. On a l'ADN qu'on trouve dans le noyau, qu'on appelle ADN nucléaire, et on a l'ADN qu'on trouve en dehors du noyau et qu'on trouve dans les mitochondries. Et en d'autres termes, où trouve-t-on les chromosomes? Puisqu'on a vu que l'ADN, lorsque la cellule se reproduit, va se compacter, va devenir chromosome. On trouve des chromosomes nucléaires, puisqu'on a un chapitre nucléaire dans le noyau. Et on trouve aussi des chromosomes qu'on appelle des chromosomes extranucléaire, c'est important ça, nucléaire, parce que la transmission des chromosomes nucléaires répond aux règles de Mendel que nous allons voir. La transmission des chromosomes extranucléaires, donc des chromosomes qui sont dans les mitochondries, ne répond pas à cette règle de Mendel. Donc, c'est important. Et, n'oubliez pas, ces chromosomes extranucléaires contiennent aussi un bagage héréditaire qu'on va transmettre aux cellules filles, qu'on va transmettre à l'autre génération. Donc, nous retiendrons que les chromosomes, on en a
dans le noyau et dans les mitochondries. Dans les plantes, lorsque vous prenez, faut être curieux, hein, vous prenez une plante, vous coupez, par exemple, lorsque vous prenez, ça fait partie des exercices pratiques que vous devriez faire, un TP, vous prenez, par exemple, on va voir quelle plante qu'on trouve chez nous facilement et que vous pourriez prendre comme exemple pour regarder. Vous prenez, par exemple, des champignons. Maintenant, il pleut, c'est la saison des champignons, non? Vous prenez un bout de champignon, vous le coupez, un petit bout, ou bien vous l'écrasez, vous le mettez sur une lame, vous mettez une lamelle dessus, vous allez regarder au microscope. Vous allez voir que les champignons, vous allez trouver là-dedans, ça, ce sont des cellules végétales. Les cellules végétales, en général, à la différence des cellules animales, les bactéries sont des animaux, des petits animaux. Les cellules végétales, en général, ont une forme rectangulaire, carrée et tout, etc. D'ailleurs, je vous donnerai tantôt un TP que vous allez faire. Et je vais vérifier parce que je vais vous demander de dessiner ce que vous allez voir. Et donc, je disais, les cellules végétales sont en général une forme rectangulaire, quadrangulaire et tout, etc. Les cellules de eucaryotes ont en général une forme qui tend à être ronde, ovale et tout, en dehors d'autres cellules comme les cellules nerveuses qui ont une queue et tout, etc. Donc, vous voyez ici sur cette image, ça, ce sont des cellules des prokaryotes. Il n'y a pas un noyau dedans, mais il y a l'ADN qui nage dans le cytoplasme, mais cet ADN n'est pas délimité par une membrane nucléaire, comme chez nous, les eucaryotes, nous avons ceci. Dans les cellules végétales, vous voyez, la forme, elle est différente. Alors, l'équivalent des mitochondries dans les cellules végétales, c'est ce qu'on appelle les chloroplastes. Lorsque vous voyez justement un champignon, vous allez voir dedans, ou bien même vous prenez un papayer ou un manguier, vous coupez, vous allez voir, vous allez voir les cellules. Vous allez voir qu'à l'intérieur de ces cellules, il y a des organelles. Il y a aussi des équivalents de mitochondries qu'on appelle les chloroplastes. Les chloroplastes, ça sert pour l'énergie, hein, vous avez appris ça, que c'est grâce aux chloroplastes que les plantes absorbent l'énergie solaire pour utiliser donc dans la cellule. Par contre, nous, notre centrale de production d'énergie s'appelle mitochondrie. Et donc, on va retenir que la cellule pro- et eucaryote ont un élément important, cet élément qui contient l'information génétique et qui nous permet de le transmettre partout. Cet élément important s'appelle ADN. Donc, nous allons voir aussi bientôt l'ADN. Presque toutes les cellules vivantes ont de l'ADN, sauf bien sûr les virus qui ont souvent l'ARN. Après, vous vous rappelez, le sida, on les appelle les rétrovirus. Vous allez voir, lorsque nous parlerons de la transmission, la reproduction et tout, on verra que c'est à partir de l'ADN qu'on produit un élément intermédiaire qu'on va appeler ARN. Nous aussi, nous avons l'ARN. Et puis de l'ARN, nous allons produire des protéines. Par contre, les virus, les rétrovirus ont la capacité de produire l'ADN ou bien plutôt d'interférer avec l'ADN en partant de l'ARN. C'est pour ça qu'on les appelle les rétrovirus. Eux vont avoir une action dans le sens contraire. Bon, ça, c'est pour ceux qui feront la biologie de base et tout, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de comprendre le rôle de, là, je suis en train de refuser, le rôle de l'ADN dans la transmission génétique. Et c'est ce qui est vraiment important. Et alors, la cellule prokaryote et la cellule eucaryote, c'est différent. Je vais vous montrer ça, puisque tantôt on en a parlé.
Les images, c'est toujours intéressant. Donc, vous voyez ici, vous vous rappelez les organelles. Je vais les reprendre avec un peu de détail. Ça, c'est une cellule. Par exemple, les microbes, vous savez qu'on les appelle bacilles. Vous voyez, ça, c'est une cellule, on dirait, c'est comme, c'est pas tout à fait rond. Quand c'est rond, on appelle ça coque. Quand c'est un peu allongé, on appelle ça bacille, etc. Et quand les cellules, je parle des prokaryotes, hein, se disposent en chaîne, on appelle ça strepto. Et quand ça se dispose en masse, on appelle ça staphylocoque, streptocoque, etc. Donc, vous voyez, les termes qu'on utilise en médecine ont un sens et ça nous ramène à la morphologie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que les prokaryotes, ils n'ont pas de membrane nucléaire. Ça, c'est un ensemble de chromosomes, d'ADN, donc de chromatines, de chromatides qui sont localisées dans le plasma. La cellule prokaryote, en dehors de la membrane cytoplasmique, elle peut avoir encore une enveloppe, quelque chose qui va autour pour se protéger. Et autour de cette enveloppe, elle peut avoir une queue, comme les poissons, hein? Enfin, comme les cellules qui ont une queue pour lui permettre de nager, de se déplacer facilement. Ou bien encore, elle peut être flagellée. Elle a des flagelles qui lui permettent de nager et tout, etc. La cellule pro-eucaryote, c'est celle-ci. Vous voyez le noyau, maintenant on va voir des petits détails. Le noyau, lorsque le cytoplasme est bien coloré, on peut voir une partie qui est claire, généralement qui a un teint différent du noyau, de l'ensemble du noyau, qu'on appelle nucléole. C'est des choses que vous devez quand même retenir, hein, parce que c'est un cours de médecine. Hein. Les nucléoles permettent d'identifier les cellules selon la forme du noyau, l'aspect du noyau, etc. La cellule prokaryote, cytoplasme comme ça, on rentre en hémato. Le noyau peut être un noyau qui n'a pas la forme ronde, mais qui a la forme de plusieurs lobules. On l'appelle une cellule avec des noyaux polylobés, ou encore on les appelle polynucléaires. C'est le cas, par exemple, des globules blancs. Ils n'ont pas un noyau unique comme le lymphocyte. Le lymphocyte, il a un noyau unique. Il est mononucléé. Parce qu'on dirait un seul noyau mononucléé. C'est le cas de lymphocytes ou encore des monocytes. Mais ici, polynucléaires, les polynucléaires, donc comme cela, ils peuvent être aussi comme ceci. Ils ont la forme de rein ou la forme de fer de cheval. C'est toujours un polynucléaire, mais il n'est pas très lobé. Celui-là, il est polylobé, polynucléaire. Donc, vous voyez que le noyau, c'est important. Alors, le nucléole, c'est qu'à l'intérieur d'un noyau comme ça, vous pouvez avoir encore un petit noyau à l'intérieur qui peut généralement être plus clair. Mais moi, ici, je le dessine un peu plus foncé pour leur économiser mon encre. Alors, ça s'appelle nucléole, un petit noyau dans le noyau. On l'appelle nucléole. C'est important de le savoir parce que la présence de nucléoles en général est un indice de jeunesse. Les cellules qui sont jeunes ont en général dans le noyau des nucléoles. Alors, selon le nombre et l'aspect de nucléoles, on sait dire que ça, c'est un blast. Blast, par exemple, c'est une cellule très jeune qui est, lorsqu'il y en a beaucoup, ce sont ces cellules qui sont responsables de ce qu'on appelle le cancer du sang ou hémopathie maligne ou encore leucémie. Donc, connaître un peu la morphologie cellulaire, c'est quand même important. Là, nous l'avons vu, hein, le système réticulo-endothélial qui est rugueux parce qu'il y a des ribosomes. Et c'est près du noyau. Donc, quand l'ADN va envoyer le message dans le cytoplasme pour dire il faut produire des protéines, ce sont tous ces petits ouvriers qui sont là, qui sont des ribosomes,
vont suivre un chemin particulier à travers lequel la production des protéines va se faire. Donc, les polypeptides vont se rassembler dans cette espèce d'amphithéâtre où il y a plusieurs voies, etc., pour produire les protéines. Et lorsque les protéines sont bien produites et qu'elles doivent, par exemple, être exportées, elles vont suivre des chemins, l'appareil, le système de Golgi. Ce sont aussi des tubes qui permettent de faire passer à l'intérieur de ces tunnels des substances qui seront produites et qui seront, par exemple, exportées à l'extérieur de la cellule, loin de la cellule. Connaissez-vous une protéine qui est produite par une cellule et qui sert à l'extérieur? Vous allez me répondre dans la partie TP. Qui connaît cette cellule? Une protéine qui est produite dans un endroit mais qu'on retrouve loin et qui sert justement à d'autres cellules. Bon, vous me le direz dans la partie TP. Les mitochondries, vous voyez, ce sont ces organelles qui sont là. Vous voyez, là, il y a des vacuoles. Et puis, il y a d'autres microvésicules, etc. Parmi ces microvésicules, il y a ce qu'on appelle les lysozymes, donc des endroits où il y a des enzymes qui servent pour, digérer, pour pas mal de choses. Voilà. Donc, maintenant, notre attention va surtout se focaliser sur l'élément essentiel de la génétique, c'est le noyau. Nous avons vu que le noyau, c'est la partie centrale de la cellule, c'est le cerveau de la cellule un peu, c'est comme notre cerveau. C'est le cerveau, le noyau, c'est le cerveau de la cellule, et c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui dicte, c'est lui qui dit attention, fais ça, fais ceci, fais cela, grossis ou bien maintenant tu vas mourir. C'est le noyau qui dicte le fonctionnement de la cellule. Maintenant, nous allons essayer de voir un peu en détail tout ce que nous avons vu dans la partie préliminaire du cours. Le noyau. Le noyau, on a vu qu'il était constitué... Ah oui, ça j'aime bien ces images, ce sont des grosses images au microscope électronique qui montrent justement le noyau. Alors, ici, je vous montre, ça c'est le noyau. Je vous ai dit qu'il y avait des membranes et au niveau des membranes, il y a des trous. Là, vous voyez, ce sont les trous que vous voyez, ce sont des pores nucléaires. Et le système réticulo-endothélial que nous avons vu avec les mitochondries se trouve là. Et à l'intérieur, vous allez trouver des vésicules de plusieurs types, etc. Et puis, vous avez des particules dedans, etc. Alors, c'est une très belle image. Alors, maintenant, je reviens sur la chose essentielle de la génétique, c'est l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Nous allons apprendre les termes. Ça, c'est l'ADN. L'ARN n'est pas désoxydé. Ça reste toujours un sucre qu'on appelle ribonucléique, donc c'est l'acide ribonucléique ADN. Nous avons deux types d'acides nucléiques importants que nous allons étudier. Le premier, le plus important, s'appelle ADN, acide désoxyribonucléique. Nous allons voir la formule de l'ADN. Comme on l'a vu tantôt, que c'est la chromatine. Cette chromatine, lorsqu'on la déroule, elle peut atteindre chez les humains 1,50 m de longueur. Elle est constituée par plusieurs acides nucléiques. Ces acides nucléiques sont constitués en couples qu'on appelle paires de bases. Paire de bases en génétique, pour ne pas écrire des longs termes, on dit ça paire, paire pour dire pas papa, paire avec P-A-I-R-E de base, parce qu'on va voir que l'acide nucléique est constitué de plusieurs bases, mais des bases complémentaires. Et alors, on parle de paire de bases. Mais en termes pratiques, on écrit P, B. Ça, retenez, parce que ce sont les termes que vous allez voir
dans la littérature, dans les livres, dans les articles, dans l'écrit, il y a une mutation avec délétion de 40 paires de bases. Ça signifie des couples de bases. Paire, c'est être apparié, être couplé, être paire à deux. Paire de bases. Pas papa, dada, terre. Paire de bases. Alors, ces paires de bases-là, il y en a combien? Chez l'être humain, nous en avons plus de 3 milliards de bases. Donc, 3 milliards, nous allons voir la formule, hein, comment est constitué l'ADN de base. C'est énorme, 3 milliards. Comment est-ce qu'on peut faire pour compter? Eh bien, la science, grâce à l'informatique, la médecine a vraiment évolué. Hein. Maintenant, vous savez que le médecin, le chirurgien, ce n'est pas le bistouri. Hein. Les chirurgiens, maintenant, en médecine, c'est entrer par tout ce qui est canal naturel. S'il trouve un canal ici, il dit, ah oui, c'est la veine, bien c'est l'artère. Tout, il entre avec un petit tube qui va jusqu'au cœur. Il y a un trou. Il patche le trou. Il met un espèce de sparadrap sur le trou. Et c'est ça son intervention. La cicatrice, il n'y a plus. Ah, j'ai un truc là-bas au niveau des trucs. Il dit, quelle est la voie naturelle? Ah, c'est par là. Il entre par l'ampoule rectale, et il y va, et il enlève les trucs. La médecine a changé grâce au progrès scientifique. Alors, la génétique, si elle a fait un grand bond en avant, c'est grâce à l'informatique. Parce que compter ces paires de bases, d'une façon classique, ce n'est pas du tout facile. Et en plus, ces paires de bases se mélangent, elles se ressemblent. Selon la disposition de ces paires de bases, on a un message différent. Même avec la grosse tête, quelqu'un qui est fort en calcul mental, en images et tout, il ne s'en sortira pas. C'est pour cela, aujourd'hui, les généticiens doivent connaître la génétique. Heureusement, il existe des logiciels qui vont nous dire, voilà, tel acide paire de base en telle position, il manque. Et alors, comme il manque, il y a ce qu'on appelle une conséquence, parfois c'est une mutation. Toutes les mutations ne s'expriment pas par des maladies. Nous avons chaque jour des centaines de mutations qui adviennent dans notre organisme, mais lorsqu'elles n'altèrent pas une fonction importante, on s'en fout. Combien de mèches de cheveux, combien de poils de cheveux ne perdons-nous pas par jour? Lorsque la maman va se faire tresser quelque part, on va vous dire, oui, la coiffeuse va dire, oui, en tirant les cheveux, pour elle prend toujours des touffes qu'elle jette. Nous perdons tellement de choses sans que cela n'ait un impact négatif sur notre vie, sur notre façon de fonctionner. D'ailleurs, c'est pour cela que nous vieillissons sans nous en rendre compte. On a toujours l'impression qu'on est jeune et qu'on peut tout faire, etc. Bon, alors, la génétique, la connaissance de l'ADN, c'est important pour le clinicien. Pourquoi? Parce que beaucoup de maladies que nous avons ont une base génétique. Et c'est pour cela qu'on vous donne le cours de génétique. Vous pouvez nous dire, ah, cette histoire-là, moi je ne serai pas biologiste, ça ne m'intéresse pas. Non, la génétique, c'est important. Parce que nous sommes ce que nous sommes. C'est le fruit de l'interférence entre génétique et le milieu. Le milieu, aujourd'hui, on l'appelle environnement. Le tout, nous sommes ce que nous sommes. Vous vous rappelez au début, je vous ai parlé de Darwin et de Lamarck. Nous sommes ce que nous sommes par l'interférence des interactions qu'il y a entre ce que j'ai de moi le plus intime et ce qu'il y a à l'extérieur. Par exemple, vous êtes dans une salle, dans un amphithéâtre, où il y a 4 chahuteurs. Est-ce que le rendement sera le même que dans l'amphithéâtre où tous les étudiants sont studieux, attentifs, etc.? Non! Ceux qui sont dans un amphithéâtre où il y a 4 chahuteurs, à l'examen,
ils réussiront moins bien que ceux qui ont suivi des cours dans un amphithéâtre où tout le monde était attentif et tout, etc. Ça, c'est un exemple banal qui vous concerne. C'est dû à quoi? Moi-même, je suis Chilombo, j'ai toutes les capacités de bien comprendre les mathématiques et tout. Mais mon voisin, Kalala, qui était à côté, c'était un chahuteur. Et il me distrayait tout le temps. Tu vois le match, Messi vient de marquer. Au lieu de suivre le cours, il est en train de regarder les matchs de football, etc. Évidemment, le rendement de Chilombo va être médiocre parce qu'il était à côté de Kalala. Vous mettez Chilombo à côté de Matondo. Matondo, c'est un garçon studieux qui suit tout, etc. Kalala, sa production sera meilleure. Donc, l'interférence entre le self, la génétique, c'est ce qui m'est intime, et l'environnement, c'est important. Et les maladies sont le fruit de cet impact-là entre l'environnement et la génétique. Exemple quoi? Nous allons revenir dessus. Vous me direz, je ne parle que de la drépanocytose. L'environnement ici, c'est le plasmodium. Plasmodium falciparum et la cellule, puisqu'il s'agit des cellules, et la cellule ici, c'est le globule rouge. Nous allons voir que l'interaction entre plasmodium et globule rouge va être responsable de l'apparition d'une maladie qu'on appelle sickle cell disease ou anémie falciforme. Les synonymes, vous devez les savoir, hein, face à l'examen, je vais vous dire, donnez-moi la transmission génétique de l'anémie falciforme. Et si vous ne savez pas que l'anémie falciforme, c'est synonyme de la drépanocytose, eh bien là, je pense que vous risquez de vous retrouver coulé. Alors, c'est important pour le clinicien. C'est important, évidemment, pour le biologiste, pour le biochimiste, parce qu'aujourd'hui, la médecine est devenue de plus en plus une médecine nucléaire. Une médecine nucléaire, ça signifie qu'on est arrivé on étudie la partie. En fait, Blaise Pascal disait de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et c'est beau, hein. Il faut lire parfois de la littérature, même quand on fait la médecine, c'est très important. L'infiniment petit, c'est on arrive aux atomes, les petites particules, les positrons et tout. Maintenant, la médecine a changé, la physique aussi a changé, etc. Justement, la génétique concerne aussi la biologie moléculaire, les physiciens, parce que les physiciens, ils vont voir les plus petites particules, etc., donc les atomes, les électrodes et tout, les charges, etc. Ça, ce sont les physiciens. Évidemment, les informaticiens, comme je vous ai dit, sont de ceux qui ont permis le progrès de la génétique. Alors, vous allez souffrir un moment parce que nous devons connaître un peu d'histoire, mais surtout de la terminologie. Moi, pour ne pas vous faire retenir des choses par cœur, j'ai l'habitude de reprendre un peu d'historique, etc. Surtout que la génétique, il n'y a pas longtemps, enfin, avant de passer au XXIe siècle, nous avons fêté le cinquantenaire de la double hélice dans les années 2000, en 2003, la double hélice qui avait été découverte par Watson et Crick. Watson et Crick, des personnages qui ont eu le prix Nobel de médecine, qui ont un prix Nobel, et c'est grâce à eux qu'on a compris que l'ADN, la fameuse molécule, a la façon de se présenter selon les différents stades. C'est pour ça qu'on parle, enfin, vous avez fait ça en biochimie, non? On a vu une structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Elle devient alors plus complexe. Ben, c'est une molécule, donc en chimie, c'est comme ça. La primaire, elle est plus simple, la secondaire, elle est un peu plus complexe, la tertiaire et puis la quaternaire, elle est beaucoup plus complexe. Elle s'est repliée en 4, on voit que c'est une boule et ainsi de suite, etc. Alors, Watson et Crick, ce sont ceux qui ont décrit pour la première fois,
avant que je ne sois né, la structure et la composition de l'ADN. Après, quelques années plus tard, après donc le Congo soit déjà devenu indépendant, donc en 61, Nirenberg et toujours avec Crick, on décrit le code génétique. Alors, le code génétique, c'est vraiment la chose, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont fait le scout, le louveteau et tout, etc. Le langage Morse. Le langage Morse, c'est un langage qui permet sur base de quelques sons, de transmettre plusieurs messages. Ben, le code génétique, c'est ça. Avec quelques lettres, on va dire comme ça, avec quelques lettres, on transmet des messages. D'ailleurs, l'alphabet. Combien de lettres avons-nous dans l'alphabet? On n'en a pas une centaine. A, B, C, D, E, etc. Qui peut me dire combien de lettres nous avons? Question difficile, on ne retient pas par cœur, mais vous pouvez compter. Hein? Commencez à dire A, B, C, D. À l'école, on appelle l'école classique, on comptait comme ça. A, B, C. Ben, comptez-les jusqu'à Z, W, Z, Y, Z. Pardon, W, et le dernier, c'est Z. Vous comptez combien de lettres nous avons. Et quand vous prenez le dictionnaire, Larousse, combien de mots avons-nous? Énormément de mots. D'ailleurs, on crée de nouveaux mots. Vous savez, quand vous prenez le Larousse, aujourd'hui, vous cherchez quado. Vous allez trouver dans le Larousse moderne le terme quado. Quado qui signifie les réparateurs des pneus, etc. Ou encore, vous cherchez Kadhafi. Aujourd'hui, dans le Larousse, vous allez trouver Kadhafi comme nom propre, mais comme nom vulgaire pour dire les vendeurs d'essence. Donc, vous voyez que nous avons la possibilité, avec un nombre limité de lettres, de continuer à écrire plusieurs mots. Et en plus, avec ce même nombre limité de lettres, nous écrivons en plusieurs langues. Ça, c'est le code génétique. Avec quelques bases, sucre, phosphore, nous écrivons plusieurs caractères. La peau noire, les yeux comme ceci, etc. Et ça, c'est le mystère de la génétique. Découvrir cela, wow, c'était l'ouverture vraiment à un grand progrès. Et puis en 66, comme je vous ai dit, Watson et Crick ont eu le prix Nobel. En réalité, c'est aussi la femme de Watson qui travaillait beaucoup. Mais avant les années, là-bas, la femme n'avait rien à dire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est étonné que dans plusieurs laboratoires de recherche, vous trouvez beaucoup de femmes. Parce qu'effectivement, la femme a cette capacité de chercher. C'est la femme qui crée des menus pour dire aujourd'hui, je vais faire le pili-pili, mais je vais le faire autrement. Quand le mari, Chihuahua, va venir, il a dit, en tout cas, le Congo d'aujourd'hui, il est particulier. Oui, parce qu'elle a des idées, elle crée des petits trucs comme ça. Bien. Et voyons maintenant, justement, cette substance-là qu'on appelle l'ADN. Watson écrit qu'ils ont dit, cette substance-là, elle est constituée, je vais dessiner, enfin j'espère, si ce sont des répétitions, peut-être pour ceux qui sont en L3, ils ont déjà vu ça, c'est comme une échelle, et l'échelle est constituée de plusieurs rampes, de 2 rampes verticales, comme ça, et des rampes transversales, qui nous permettent donc de monter sur une échelle. Eh bien, l'ADN, c'est pratiquement ça. Les rampes dans l'ADN s'appellent, pardon, la rampe de l'ADN s'appelle brun. Brun, pas clair, parce que parfois les étudiants, c'est terrible. Hein? Brun, pas clair, clair comme Kalala, qui est tout brun là. Non, 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 non. Brun avec U, non. Ici, brun avec I. Brun égale, si vous voulez, rampe. C'est comme si je disais la rampe. Parce que vous allez voir dans les livres, on va écrire, on va dire le brun mère, la rampe mère de l'ADN va rester dans le noyau et la rampe fille ou secondaire va partir dans le cytoplasme et ainsi de suite, ou bien va produire
l'ARN messager, etc. Mais vous allez voir ça plus tard. Et donc, ça, c'est un aspect qu'il faut connaître. En génétique, les termes sont importants. Brun, on a 2 brins d'ADN, donc 2 rampes. Et entre les 2 rampes, nous avons des bases. Et ça, c'était la découverte de Watson et Crick. Et ces bases-là sont complémentaires. Ça signifie, par exemple, la A, la base, après nous allons voir les termes, la base A s'emboîte avec la base T. Ça, c'est A et ça, c'est T. Donc, si je mets A comme ça, A a besoin d'aller se marier avec une base qui peut recevoir A. Et cette base qui peut recevoir A se met comme ça, comme la croix, c'est la lettre T. L'adénine avec la T. Ces bases sont complémentaires. L'autre qui fait un gros dos s'adapte avec quelqu'un qui s'est entré dedans. La cytosine avec la guanine. C'est la chose que vous devez retenir. La génétique, les mutations, tout le reste, tout le secret de la génétique, c'est 2 rampes qui sont unies par des bases complémentaires. L'adénine doit trouver en face d'elle quoi? La thymine. La cytosine va trouver en face d'elle quoi? La guanine. Ce sont des bases complémentaires. C'est ça le secret de la génétique. La complémentarité de ces différents brins. Alors, comme on a vu tantôt, on a dit que les molécules peuvent être sous une structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, donc beaucoup plus complexe. La primaire, c'est un escalier, ce sont des rampes avec des bases complémentaires. Et ici, vous voyez que l'adénine est en face de la thymine. La guanine est en face de la cytosine. Maintenant, lorsque cette chaîne-ci change, là, elle est parallèle comme ça, mais elle est dans un liquide. Elle commence à se tordre. Elle commence à se tordre. Cette partie veut aller de l'autre côté, mais elles doivent rester parallèles. Elles doivent rester parallèles. Si elle se tord, elle fait comme ceci, l'autre se tord aussi, elle va faire comme ceci, elle va faire comme ceci aussi en se tordant, la rampe de l'autre côté, et cette rampe-ci aussi va se tordre, et ainsi de suite. Alors, on commence à avoir une structure secondaire, c'est la fameuse hélice de l'ADN. Vous voyez, c'est comme si c'était ça, je commence à tordre. Je commence à tordre ça et ça va prendre la forme hélicoïdale, l'hélice. C'est la forme secondaire. Et après, elle va se compacter, elle va nous former plus tard, nous allons voir ce que nous allons appeler des chromosomes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADN, c'est le messager important. Il est constitué de 2 bras, bras ou rampe, voilà. Je vous mets des synonymes. J'ai dit bras égale rampe égale bras. Donc à l'examen, si vous me dites qu'il y avait le bras gauche de l'ADN et le bras droit, entre le bras gauche et le bras droit, il y a des bases complémentaires. Je vous dis lesquelles? Adénine, thymine, cytosine, guanine. C'est bon, vous aurez le point, vos points. Vous me dites, il y a le brin gauche, le brin droit. C'est très bon, c'est comme ça. Ou encore, vous me dites, il y a la rampe gauche et la rampe droite. C'est bon. Mais n'allez pas me donner d'autres termes. Donc, brin, c'est le terme qu'on utilise souvent en génétique pour dire bras ou rampe. Alors, ça c'est important, c'est un point important. Il se dirige
selon une direction qu'on appelle 5', c'est la tête, et la partie vers le bas, pied, c'est direction 3'. C'est un peu comme à Limité, enfin, ceux qui connaissent Kinshasa. On dit Limité, première avenue, deuxième, troisième, quatrième avenue. Alors vous dites, pour aller à l'échangeur, c'est la partie, on vous dit, échangeur, c'est 9e avenue et je veux aller vers le stade. Le stade, c'est la première rue. Alors on vous dit, vous partez de la 9e rue et vous allez vers la première rue. Ça, pour l'ADN, c'est pratiquement la même chose. On commence toujours par définir le départ, c'est 5' et la fin, c'est 3'. Donc, je pars de la 5e rue, je vais jusqu'à la 3e rue. Mais ces chaînes sont parallèles, oui, mais elles sont anti-parallèles. Donc, c'est comme les voitures. Il y a ceux, quand je vais vers l'aéroport, je roule à droite. Les autres roulent dans quel sens? Dans le sens contraire. Ben, c'est la même chose. Si mes ADN roulent de 5 vers 3' à la rampe gauche, dans la rampe contraire, ils roulent dans le sens inverse de 3 vers 5'. Comme ça. Et cela comme ça. Retenez ça comme la circulation. Ce sont des caractéristiques importantes de base de la génétique, la disposition bicaténaire des chaînes de l'ADN qui sont parallèles, complémentaires, mais dont les directions sont inverses. Donc, celle qui fait 5e rue vers 3e, les autres, dans le sens inverse, font de la 3e rue vers la 5e rue. Retenez cela, c'est la chose la plus importante à retenir. Après, un peu d'histoire, évidemment, on se dit, bon, mais cette génétique, en fait, finalement, c'est quoi? Il y a des termes que l'on doit retenir. Les termes que nous devons connaître en génétique, c'est génotype. Génotype, c'est tout ce qui concerne ce qui est transmis. Génotype, on va étudier après le gène. Génotype. Le génotype, c'est ce qu'il y a en moi, dans le noyau. Ça, c'est le génotype. Le génotype exprime des caractères à l'extérieur du noyau et ça s'appelle phénotype. Phénotype, c'est ce que je vois. Caractère que je vais voir. L'hérédité concerne quoi? Le phénotype ou le génotype? Répondez. Ça concerne le génotype. C'est le gène. Nous allons voir qu'est-ce que c'est un gène que nous transmettons d'une génération à l'autre. Mais nous avons vu que cette transmission, elle est sous l'influence aussi de l'environnement. Ce qui s'exprime, ce que nous voyons à l'extérieur avec les yeux, on ne voit pas qu'avec les yeux. Parfois, on entend, on sent. Moi, je passe la main, je me dis, c'est une main poilue. Le fils aîné de Jacob, je pense, il a perdu son héritage parce que pour un plat de lentilles, hein, donc son père qui a triché, il s'est mis des poils là-bas, le père qui était aveugle, il a senti le poil. Donc, le phénotype, ce n'est pas seulement avec les yeux. Alors, le génotype, c'est surtout dans le noyau. Le phénotype commence, attention, ça c'est la question la plus importante à l'examen. Donc, je disais génotype, noyau. Boum, noyau. Le phénotype commence dans l'océan, le cytoplasme. Quand je vous dis que j'ai une hémoglobine S,
L'hémoglobine S, est-ce un phénotype ou un génotype? Question d'exercice pratique. Réfléchissez, vous allez répondre. Nous y reviendrons plus tard. Le phénotype s'exprime déjà dans le cytoplasme, le génotype dans le noyau. Après, bon, il y a eu dans l'histoire Landsteiner, je vous en parle parce que Landsteiner, c'est le monsieur qui nous a permis de découvrir les groupes sanguins et l'immunologie. Ah oui, je ne peux pas trop m'attarder dessus. La cellule, vous l'avez certainement vu, que la membrane cellulaire est constituée d'une couche bilipidique, et qu'à travers cette couche bilipidique, vous avez plusieurs protéines. Ça, c'est des aspects que vous devez connaître, je ne vais pas insister dessus. Donc la membrane est ceci, bilipidique, donc c'est une double membrane. En général, on fait une petite boule et puis les lipides là-dessus. Hein, voilà comment on représente la membrane bilipidique chez nous, les humains, etc. Et à travers ces membranes-là, vous allez trouver des protéines. Parfois, il y a des protéines de transport qui constituent des canaux de transport à travers lesquels vont passer les ions, hein, le calcium qui va sortir, le potassium qui va entrer et vice-versa. Alors, vous avez aussi des protéines qu'on appelle des protéines de surface. Et les protéines, on distingue les protéines extra-cytoplasmiques, donc en dehors, elles sont extra, et vous avez des protéines intra-cytoplasmiques, donc à l'intérieur. Mais il y a des protéines qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Celles qui sont à l'extérieur, en général, les protéines vont se marier avec des sucres, etc. Elles vont avoir des propriétés antigéniques. Ça signifie qu'elles vont nous permettre d'identifier les cellules. C'est ce qu'on appelle les antigènes. Les groupes sanguins, nous allons voir en hématologie, sont constitués par des protéines de surface qui donnent la propriété à un globule rouge d'être groupe sanguin de type A, B ou 0. Voilà. On a des protéines intracytoplasmiques, hein, qui sont à l'intérieur, qui ont aussi des propriétés particulières. Et puis, il y a d'autres petites protéines qu'on appelle à la surface des récepteurs. Vous savez que maintenant, les médicaments, c'est des médicaments qui agissent sur des récepteurs de surface pour interagir. Alors, on peut produire des anticorps, qu'on appelle les anticorps monoclonaux, pour arrêter l'interférence avec les récepteurs. Le virus du VIH, pour se reproduire, il doit identifier, il va trouver un point d'ancrage. Il doit identifier là où il va mieux se mettre pour pouvoir entrer dans la cellule. Donc, tout ça, ce sont des protéines de surface. Eh bien, pour les groupes sanguins, par exemple, Landsteiner, il a découvert le système AB0, on appelle 0, parce que quand le globule rouge n'a pas d'antigène, donc on dit que c'est 0. En anglais, quand on dit 0, on dit O, et donc c'est pour ça qu'on dit groupe sanguin O. Et puis, un autre, c'est Dosset. Lui, Dosset, il va découvrir le système HLA. Je vous en parle parce que quand même en génétique, aujourd'hui, la biologie moléculaire elle a révolutionné la prise en charge des malades, entre autres la drépanocytose. On parle de plus en plus de la greffe. La greffe, ce ne sont pas les groupes sanguins ordinaires, mais c'est le système HLA. Et puis, on parle de la thérapie génique. Thérapie génique, ça signifie aller dans le noyau, tripoter, changer, donner des ordres dans l'ADN. Et en 1949, la première maladie héréditaire moléculaire qui a été décrite s'appelle drépanocytose. On va arrêter ici. Juste un petit mot pour vous parler alors de Jérôme Lejeune plutôt. Lui, par contre, il va découvrir, Lejeune, il va découvrir les anomalies chromosomiques. Donc, nous reprendrons la prochaine session, le cours avec les anomalies chromosomiques. Voilà. Je pense que c'est suffisant pour la journée d'aujourd'hui. Donc, vous aurez à suivre une partie qui porte sur l'introduction générale,
pour vous donner l'apéritif de la génétique. La deuxième partie que vous aurez à suivre, c'est celle-ci, qui nous permet d'entrer un peu plus en détail. C'est déjà le plat, si vous voulez, principal que nous avons appris à digérer. Et puis, je vais vous donner un petit dessert. Le dessert, c'est une partie qui a fait aussi l'objet de cours de vos collègues en D3, donc vous allez vous sentir valorisé, puisque vous allez apprendre ce que les plus grands, les aînés, ont appris aussi. Vous allez l'apprendre tout simplement, ça va vous permettre d'avoir une vision générale de ce que nous venons de voir de base sur la génétique, l'intérêt dans certaines maladies. Et j'ai l'habitude de me répéter. La répétition, c'est l'art de l'apprentissage. C'est pour ça qu'un enfant fait un pas, il tombe et puis il reprend, il fait encore un pas. Moi, quand je donne cours, je me répète tout le temps. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de syllabus, mais vous avez besoin d'assister au cours. Et après cela, vous allez avoir aussi un exercice. Je vais demander au vice-doyen de la recherche de désigner l'assistant qui devra vous accompagner. Vous aurez un petit exercice comme TP pratique. Les TP pratiques, en principe, en médecine, il ne faut pas dire je fais tous les cours théoriques et puis je fais les TP. Non, il faut essayer de faire une formation par alternance, c'est-à-dire on voit quelque chose et puis le lendemain, on va faire un TP pratique.